messieurs, dames, bienvenue au cours de Queuleux. Donc on va parler dans un premier temps de l'aspect militaire du fort. Philippe peut bien en parler parce qu'à la base c'est un fort militaire. Donc c'est un fort qui a été commencé par l'armée française dans les années 1888-1887. C'est l'armée française qui a commencé ce fort. Ils ont commencé la casemate A, la casemate B qui n'est pas visitable, et le cavalier. En haut, si vous vous promenez dans le parc, vous verrez. C'est un bâtiment en forme de fer à cheval, c'est pour ça que le nom a été donné de cavalier. Et voilà qu'arrive 1870, c'est la première annexion. Les Prussiens ont tiré, la première fois annexée. Les Prussiens prennent possession de ce fort. Et les Prussiens, eux, vont considérablement améliorer le fort. Bon, néanmoins, la première chose qu'ils vont faire, c'est amener le confort. Le confort, c'est-à-dire les sanitaires, les dortoirs et les cuisines. Alors vous allez me dire comment faisait l'armée française pour se nourrir, se laver et puis se coucher. Alors il faut voir l'occupation du fort. L'occupation du fort entre l'armée prussienne et l'armée française est totalement différente. L'armée française, elle, gardienne le fort. C'est-à-dire qu'ils y mettent des sentinelles, elles sont relevées régulièrement, elles font tout ce qu'elles ont à faire, elles descendent dans les casernes en ville, et elles font ce qu'elles ont à faire. Alors que l'armée prussienne, elle, en caserne le fort. C'est-à-dire qu'ici, ils vont y vivre en permanence. Le fort de Queuleux, c'est un fort de masse, c'est-à-dire qu'il est fermé par des enceintes. Le fort de masse a un avantage et un inconvénient. Le gros avantage, c'est qu'il est fermé, difficilement pénétrable. Mais l'inconvénient, c'est quand une fois l'ennemi a pénétré dans ce fort, eh bien, il faut se battre à l'intérieur et à l'extérieur de ce fort. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Une fois le prisonnier relevé ici, la sentinelle qui était là frappait très fort après cette porte, beaucoup plus fort que moi, et c'est surtout ça. La porte était claquée de cette façon. C'est-à-dire que tous les prisonniers qui entendaient ça, dans leur tête, ça commençait vraiment à se torturer la tête. Ils commençaient à avoir peur. Les prisonniers qui ont survécu ici au fort de Queuleux, ainsi que dans d'autres camps par la suite, ceux qui ont témoigné ont tous dit que le bruit de cette porte, ils l'ont conservé dans leurs oreilles, le restant de leur jour, et ce bruit a hanté leur nuit. Maintenant, je vais vous passer une bande son qui reflète les bruits et les sons qu'il y avait à l'intérieur de cette casemate, nuit et jour. USC Drive. Vous entendez au fond? On va descendre la casemate. S'il vous plaît, prenez votre temps et faites très attention. Ah ouais. Vous êtes ici, exactement au milieu de la casemate. La casemate fait 230 mètres de long. Sur ma gauche, on y voit un escalier qui donnait accès aux étages supérieurs, où c'était les Allemands qui résidaient. Et sur ma droite, au fond, on y voit un mur en agneau. Vous aurez l'explication de ce mur en agneau quand on va remonter cette casemate. Vous avez pu constater la difficulté de descendre les escaliers. Imaginez les prisonniers avec les pieds les mains liés et les yeux bandés. C'est-à-dire que les prisonniers ne descendaient pas les escaliers, ils les dégringolaient. Quand ils arrivaient en bas, à ce moment de fois, c'était des plaies ou des fractures. Et ici, il faut savoir qu'il n'y avait pas de docteur, pas d'infirmier, pas de pansement, pas de médicaments. Dans l'état physique où les prisonniers arrivaient ici, c'est dans cet état-là qui restait tout le temps de leur détention, voire une aggravation. Parce que l'interrogatoire, c'était pas un petit interrogatoire que j'avais ici.
Le camp a été ouvert sur Anderlager en août 1943 et a fermé en septembre 1944, c'est-à-dire un peu plus d'1 an. Durant cette année, on a recensé 1800 prisonniers. Alors je dis 1800 prisonniers, mais dans ces 1800, il y a 300 femmes qui sont recensées. Les conditions de détention, l'interrogatoire pour les hommes et les femmes étaient identiques, à une grosse différence près pour les dames, que l'on expliquera quand on sera devant la cellule des femmes. Et c'est à l'arrivée du troisième commandant, le commandant Georges M. que là, l'horreur complète s'est abattue ici aux Anderlager. Quand les prisonniers arrivaient, le commandant Hempel les recevait avec ces mots. Vous arrivez en enfer, et moi je suis Satan. Ce qu'il a dit aux prisonniers, il l'a appliqué aux prisonniers. Hempel était un tortionnaire, était un sadique. Maintenant, on va suivre le parcours des prisonniers. On va se diriger vers le fond de la casemate. Sur votre gauche, vous y verrez des pièces. S'il vous plaît, on ne s'y arrête pas, parce qu'on va commencer par les salles d'interrogatoire, l'enregistrement, et on va remonter toute cette casemate, et au fur et à mesure, les explications vont se redonner devant ces pièces. Un dernier petit détail, quand les prisonniers devaient aller vers le fond de la casemate, on leur demandait de courir. Je viens de demander de courir jusqu'ici. Vous pouvez bien imaginer ce qui se passait. Les pieds et les mains liés, vous me demandez. C'est que les prisonniers se prenaient soit les murs de droite ou de gauche et chutaient. Et quand ils faisaient ça, il fallait qu'ils se relèvent rapidement. Sinon, on était là, et de la même façon qu'ils les relevaient. Les pieds, pose de fusil et les chiens. Quand les prisonniers arrivaient ici, ils avaient une drôle de surprise. Parce qu'à l'époque, ici, il y avait une porte. C'était une porte un peu spéciale. De chaque côté de cette porte, c'était des vantaux fixes, et simplement au milieu, la porte qui s'ouvrait. Et cette porte était en permanence fermée. Donc vous imaginez bien, quand les prisonniers leur demandaient de courir, ils arrivaient ici, ils pouvaient se fracasser la tête contre cette porte. Et la porte fermée était un stratagème pour la SS. C'est-à-dire qu'avec ça, ils pouvaient vérifier si les prisonniers avaient bien leur bandeau sur les yeux. Parce que c'est des hommes, c'est des femmes, et si on est face à un obstacle, forcément on s'arrête quand on le voit. Et si le prisonnier avait ce comportement-là, ça veut dire que son bandeau n'était pas bien mis. Donc à ce moment-là, c'est encore une fois une pluie de coups qui s'abattait sur ce prisonnier. Et pour en revenir à l'OSS, donc les prisonniers arrivaient ici, se fracassaient la tête. Et à partir d'ici, c'était Hempel qui décidait du sort des prisonniers. Soit on les mettait dans les couloirs, patienter, soit on les prenait et on les mettait directement dans les salles d'interrogatoire ou d'enregistrement. On pouvait également les déposer dans les cachots ou dans les cellules, ou alors y passer dans la salle des lavabos. En règle générale, les prisonniers qui arrivaient ne passaient pas directement à l'interrogatoire. C'était une torture psychologique, parce qu'ils entendaient tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ne voyaient pas, mais ils entendaient. Et quand les camarades passaient à l'interrogatoire, ils l'entendaient. Donc dans leur tête, ça commençait à trottiner. Donc quand les prisonniers arrivaient ici, on leur demandait de se mettre contre le mur, et on ne leur demandait pas gentiment de se mettre contre le mur. Le SS, le destinataire qui était là, prenait le prisonnier et lui claquait la face contre le mur. Il n'y avait aucun scrupule à torturer les gens. Il fallait absolument les torturer pour les faire parler, pour qu'ils donnent des renseignements. Et dans cette position-là, ils pouvaient rester des heures et des heures avant d'aller soit dans les dortoirs, enfin dans les cellules, soit dans les salles de lavabo, soit à l'interrogatoire. C'était toujours au bon vouloir d'Hempel. C'est lui qui décidait de tout. Alors maintenant, on va traverser trois salles totalement identiques. La seule différence près, c'est que cette salle-là, elle est en rénovation. Il faut savoir qu'ici, nous sommes le bâtiment de France monument classé, et pour faire des travaux ici, c'est très compliqué. Cette pièce, c'est une des rares pièces, c'est la seule durant les visites, où le public peut voir le passage des Allemands. Derrière moi, on peut y voir une croix gammée. Une croix gammée, je pense qu'il n'y a pas d'explication à donner. Tout le monde sait ce que c'est.
Ici et ici, on a fait venir des experts. C'est les Bâtiments de France qui ont fait venir des experts. Et avec leurs appareils, ils ont vu qu'ici, il y avait une tête de mort et qu'en haut, il y avait l'aigle du Troisième Reich. Bâtiments de France, monument historique, pour faire décaper ça, ça donne une fortune. Si vous avez quelques centaines de milliers d'euros à nous donner, on est preneur. On arrive ici maintenant aux runes. Alors les runes, peut-être les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Savez-vous ce que c'est les runes? Non. Apparemment, non. Alors les runes, ce sont des insignes de la Gestapo. Si vous voyez un jour des documentaires, des photos ou des films même, vous y verrez sur les uniformes de la Gestapo, ce genre ce sont des runes. Les runes, ce sont des éléments que la Gestapo portait sur leur col, ainsi que sur leur casquette, il y avait la tête de mort. Seule la SS avait le droit de porter ces insignes. D'ailleurs, il y a deux salles qui sont scénarisées. La première salle de droite, c'est une salle qu'on a scénarisée en interrogatoire. Vous pouvez voir au sol, il y a des chaises fracturées. C'est ce genre de mobilier que les SS utilisaient pour interroger les prisonniers. Et sur la pièce de gauche, c'est une salle d'enregistrement. On peut voir un gestapiste qui a arrêté un prisonnier et qui l'a amené ici au port de Queue. Ici, les prisonniers, on leur demandait de lever les bras. Une position très pénible, parce qu'ils étaient déjà passés souvent de fois à l'interrogatoire dans les villes, dans les prisons à Metz, plus l'épreuve de l'escalier, plus courir jusqu'ici. Donc quand ils arrivaient ici, on leur demandait de lever les bras. Punition supplémentaire. Dans cette pièce ici, comme dans beaucoup de pièces en forme, il s'est déroulé un drame. Peut-être que vous connaissez le village de Roslange. Roslange, c'est un village qui se situe entre Clouange et Moyennes. Mais ce n'est pas la localité qui est importante, ce sont les personnes qui vivaient là à cette époque. À cette époque, il y avait 3 boulangers. Sur ces 3 boulangers, un seul faisait partie du groupe Mario. Les Allemands ont eu vent de ça, ont fait une descente à Roslange, mais ils ne connaissaient pas le nom de ce boulanger. Ils ne sont pas embarrassés. Ils ont pris les 3 boulangers et les ont emmenés ici au fort de Queue. Quand ces personnes sont arrivées ici, toutes les salles étaient occupées. Donc on les a mis ici même dans cette pièce au milieu. C'est Empen qui s'est occupé de leur interrogatoire. Empen a torturé ces 3 boulangers pendant nombreuses heures. Les récits disent entre 4 et 6 heures. Ces personnes sont tombées dans le coma, ont perdu connaissance, avec des fractures multiples. Et je vous le répète, pas de soins ici, pas de docteur, pas d'infirmier, pas de docteur, rien. Donc on a pris ces 3 personnes, on les a déposées dans les cellules et les ont mis plusieurs jours à agonir. Ici, comme je vous l'ai dit au début de la visite, ce sont des résistants. Les résistants connaissent des renseignements, il faut les faire parler, et en aucun cas il faut les faire mourir. Parce que si le résistant décède, à ce moment-là, le renseignement part avec lui et on n'en tire plus rien. Et malgré ça, ici au fort de Queuleux, on a constaté, on a pu retrouver les archives de 36 prisonniers décédés ici au fort de Queuleux sous les coups d'Empen ou alors les coups des SS. On a retrouvé des archives, à la Libération, des archives allemandes. Sur ces archives allemandes, on a retrouvé le nom de ces 36 personnes. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'était bien marqué décédés, mais en aucun cas c'était précisé parce qu'ils avaient été torturés. Ils étaient morts, soit de vieillesse, soit de maladie, ou d'autres choses. Mais en aucun cas, c'était parce qu'ils avaient été torturés. Et en parallèle, ici, quand il y avait des décès, eh bien, il y avait le préposé du cimetière de l'Est, M. Nassois, qui venait chercher les corps. Et quand M. Nassois venait chercher les corps, au péril de sa vie, il notait tout. Il notait le nom de cette personne, le lieu où il venait chercher cette personne, la date à laquelle il venait chercher cette personne, et surtout, les constatations qu'il faisait sur le corps. Et il notait tout, péril de sa vie.
Et à la Libération, il a donné ses documents aux autorités françaises. Les archivistes, les historiens se sont penchés dessus. Et grâce aux 2 documents allemands et français, on a fait des regroupements et on a pu vraiment dire qu'il y a 36 personnes ici qui sont décédées sous les coups d'Empen. Et avant de vous y rendre, s'il vous plaît, la première pièce que vous allez voir à votre droite, c'est le bureau d'Empen. Sur ce bureau, il y a quelque chose qui devrait vous interpeller par rapport aux conditions de détention de prisonniers. Je vous rappelle, vous avez tous les pieds et les mains liés et les yeux bandés. Donc ici, on retrouve une salle d'attente, et nos prisonniers ici ont retrouvé la position des bras levés. Et seulement, vous pouvez constater qu'ici, on les a affublés d'un numéro. C'est à partir d'ici que les Allemands ont fait ce qu'on appelle encore aujourd'hui de la déshumanisation. C'est-à-dire qu'ici, ils vous retirent votre prénom, votre nom, toute votre identité, et on vous affuble d'un numéro. Ce numéro a double avantage pour les Allemands. Le premier, c'est les prisonniers doivent retenir ce numéro en allemand. Et quand les Allemands appellent par ce numéro, tout le monde ne comprend pas l'allemand. Donc le prisonnier, seconde fois, met du temps à réagir que c'est lui qu'on appelle. Donc c'est prétexte à lui faire des sévices. Mais également, ce numéro a un avantage pour les interrogatoires. Parce que si cette personne-là, le numéro 153, s'appelle Pierre, et que le SS qui doit interroger M. Pierre, son papa s'appelle Pierre, ou son frère, ou un copain à lui s'appelle Pierre. Donc dans sa tête, psychologiquement, il y a toujours un rapprochement avec sa famille ou ses amis. Alors que d'interroger un numéro, ce n'est plus un homme, ce n'est plus une femme, c'est un numéro, c'est un objet que j'ai entre mes mains et j'en fais ce que j'en veux. Ici, comme dans beaucoup de pièces au fort, un drame. Thionville, je pense que vous connaissez tous. Et encore une fois, ce n'est pas la localité qui est importante, c'est la personne qui vivait dans cette localité. Et à cette époque, c'était M. Matt. M. Matt avait un emploi que l'on pourrait considérer maintenant comme le pôle emploi ou France Emploi. Il travaillait en collaboration avec la SNCF et il avait un bureau qui était là. Et tous les matins, il recevait les gens, il les amenait la journée travailler sur les lignes de chemin de fer pour la réparation, l'entretien et ainsi de suite. Parfois, il partait avec 3-4 personnes, parfois avec des groupes un peu plus conséquents. Mais malheureusement, quand il rentrait, il rentrait seul. À votre avis, qu'est-ce qui arrivait à ces personnes qui partaient avec M. Matt le matin et le soir, plus personne? Tout simplement, M. Matt, c'était un passeur. Donc il prenait ces personnes avec lui le matin, il les confiait à d'autres groupes de résistants, il les faisait passer la frontière vers Luxembourg vers la Belgique, parfois avec d'autres groupes qui les faisaient passer la ligne de démarcation. Donc voilà, M. Matt faisait ça, et malheureusement, M. Matt s'est fait dénoncer. Et quand il rentre chez lui, il se retrouve nez avec la Gestapo et les SS. Et malheureusement, son épouse était présente à la maison. Son épouse a été déjà interrogée par la Gestapo. L'interrogatoire, on peut imaginer comment ça se passait. Quand M. Matz arrive, elle a la même chose pour lui. On l'interroge, on commence à le torturer. Mais M. Matz ne dit rien. Donc on décide d'amener M. Matz dans les prisons du Congo. Congo, c'est une prison, on va dire, intermédiaire. Ça ne suffisait pas pour M. Matz. Il avait un niveau supérieur. Donc on l'a ramené à Hitlerstrasse. Et M. Matz ne disait toujours rien. On a interrogé sa femme, on a interrogé M. Matz, et au bout de quelques jours, à Hitlerstrasse, les Allemands sont aperçus que sa femme ne connaissait aucune activité de son mari. Elle a été libérée, et malheureusement, elle a été torturée auparavant. M. Matz se taisait, ne disait rien. Donc les Allemands ont décidé d'amener ici même au fort de Queuleux. Quand il est arrivé ici au fort de Queuleux, M. Matz avait perdu la raison. Naturellement, avec tout ce qu'il avait subi, il hurlait, il se débattait, il voulait enlever ses liens. Ça n'a pas plu au commandant Empen. Empen a attrapé M. Matz avec 2 de ses sbires, et au linteau de cette porte-là, il l'a pendu par les pieds. Il l'a interrogé de la même façon qu'il a interrogé les boulangers à côté,
M. Matz a perdu connaissance. On a amené M. Matz dans les cellules et comme ses camarades boulangers, il a mis plusieurs journées à agonir. On parle du commandant Empen. Il faut savoir qu'à la base, ce n'est pas un commandant. C'est un simple sous-officier. Et en Allemagne, en France, on a beaucoup d'armées dans le monde. C'est la fonction qui prime sur le grade. Et on a nommé un sous-officier Empen comme commandant du camp. Et Empen, déjà qu'il était un petit peu tordu de la tête, quand il a été nommé ici commandant du camp, alors là, ça a été le débordement de tous les côtés. En pénétrant ici, je vous ai demandé de regarder sur le bureau d'Empen s'il y avait quelque chose qui vous interpellait. Alors maintenant, la question que je vais vous poser, les prisonniers avaient les pieds, les mains liés, les yeux bandés. Comment on peut faire une caricature? Et tout simplement, c'est parce qu'on arrive à une deuxième catégorie de prisonniers. Jusqu'à présent, les prisonniers, je vous l'ai dit, avaient tous les pieds et les mains liés, les yeux bandés. Mais avec les interrogatoires qu'ils subissaient, certains prisonniers ont parlé. Tout le monde n'a pas réussi à se taire avec les tortures qu'ils ont eues. On est tous des hommes, on est tous des femmes, et à un moment donné, on ne supporte plus la souffrance, donc on parle. Donc ces prisonniers qui ont parlé, les Allemands n'avaient plus d'intérêt à les garder. Donc on leur a retiré leurs bandeaux, leurs liens aux pieds et aux mains, et on les mettait dans ce qu'on appelle des commandos de travaux. C'est-à-dire qu'ici, ils balayaient, ils avaient les carreaux, ils faisaient la courbe de bois, ils aidaient les camarades à se nourrir, on verra ça après. Donc ces prisonniers, c'est ce qu'on a, c'était une deuxième catégorie de prisonniers. La caricature qui est là-dessus, elle est signée F. Nicolas. Si vous êtes allé sur le site de l'association, vous y verrez que le président s'appelle M. Thierry Nicolas. Tout simplement, M. F. Nicolas, M. Firmin Nicolas, c'est le papa de notre président actuel. Il faut savoir que dans l'association, il y a beaucoup de personnes qui ont des liens directs ou indirects avec des prisonniers qui sont passés ici. Donc voilà la deuxième catégorie de prisonniers. M. Firmin Nicolas était un prisonnier comme les autres, au même titre. La seule différence, c'est que M. Firmin Nicolas, de son état, était musicien, mais également coiffeur. Ici, on a besoin de coiffeur. Et la musique a une importance, parce que Empen, tout tortionnaire qu'il était un grand mélomane. Et de temps en temps, il accordait le droit à M. Nicolas de jouer de la trompette. Mais en accordant ce droit à jouer de la trompette, c'était pas un droit. Empen ne s'est pas aperçu que grâce à ça, les prisonniers pouvaient communiquer entre eux. Ils avaient agencé un code. Et quand M. Nicolas jouait un certain air de musique, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. Les personnes qui ont construit ces cachots, ce sont les prisonniers eux-mêmes, les prisonniers que l'on avait mis dans des groupes de travaux. On donnait à ces prisonniers une brouette, on les faisait courir jusque sur le parking en bas, on chargeait ces brouettes de briques, on les faisait courir encore une fois jusqu'ici, et ici d'autres groupes de prisonniers montaient les murs. Dans ces cachots, ce sont des personnalités remarquables de la résistance qui ont été mises là-dedans. M. Jean Burger, notamment, le chef des réseaux passeurs, ceux qui connaissaient les caches d'armes, tous ceux qui avaient des connaissances importantes dans les réseaux de résistance ont été enfermés ici. Le temps de détention dans le fort de Queuleux était variable. Ça pouvait être quelques heures, quand les Allemands s'apercevaient qu'il n'y avait rien à donner, hop, on s'en va. Ça pouvait rester quelques jours ou quelques mois. Celui qui est resté le plus longtemps au fort de Queuleux, c'est M. Jean Burger. Il y est resté 8 mois. Chef du réseau Mario, arrêté, mis en cellule au cachot. Naturellement, les Allemands ont besoin de le soutirer les renseignements. M. Jean Burger n'a jamais parlé. M. Jean Burger a été transféré au camp de concentration de Dora, un des camps les plus durs sous le régime SS. Et malheureusement, quelques jours avant la libération de ce camp, il y a un bombardement américain qui a eu lieu, et durant ce bombardement, M. Jean Burger est décédé. C'est-à-dire que M. Jean Burger a créé un réseau de résistance, a été arrêté, a été torturé, et au moment où il aurait pu être libre, malheureusement, un bombardement a fait qu'il est mort. Ici, la porte était fermée en permanence. Seul, avec l'autorisation du commandant Empen, on pouvait y pénétrer.
Ni les SS, ni les gestapistes ne pouvaient rentrer dans ces cachots sans l'autorisation d'Empen. Il y a un témoignage qui dit qu'un jour, il y a un commandant extérieur au camp, qui a voulu interroger un des prisonniers qui était à l'intérieur. Il s'est présenté devant la porte, et devant cette porte, il y avait une sentinelle, ainsi qu'à l'intérieur, il y avait en permanence une sentinelle. Et quand il s'est présenté ici, la sentinelle a refusé de lui ouvrir la porte. Empen avait interdit, donc on n'ouvre pas. Mais le commandant avait quand même des papiers, une autorisation, il y avait quand même un certain pouvoir. Les sentinelles ont accepté d'ouvrir la porte. Et seulement Empen l'a appris. Empen est arrivé ici comme une furie, a attrapé ce commandant, l'a sorti de la casemate. Et ce commandant a dit, ça ne se passera pas comme ça, je vais faire un rapport, je vais aller voir mes supérieurs, et des sanctions seront prises contre Empen. Le rapport a été fait, la hiérarchie a été avertie, mais Empen n'a jamais été inquiété. Empen faisait ici ce qu'il voulait. Ici, le commandant ainsi que les SS et les gestapistes interdisaient aux dames de faire leur toilette intime. De plus, à cette époque, les dames devaient laver leur linge intime. Ici, ça leur était interdit. Nombreuses femmes ont survécu ici au fort de Queuleux, ainsi que dans d'autres camps par la suite, et qui ont pu témoigner ensuite pour toute vie. Pratiquement toute vie, à 90%, en passant par le fort de Queuleux, avec les traitements physiques, psychologiques et les tortures qu'ils ont eues, on leur a retiré le droit de devenir maman. Vous voyez ce que les Allemands infligeaient aux femmes. De plus de les torturer, et on leur a retiré le droit d'être maman. Avec les coups qu'elles ont subis, des pressions psychologiques, le droit de devenir maman leur a été retiré. Merci, c'est le président trompé. Alors, on s'arrête ici quelques instants devant cette photo. Cette photo n'a aucune valeur marchande, mais elle a une valeur historique incroyable. Toutes les personnes qui sont sur cette photo, ce sont d'anciens prisonniers. Dans les années 70, l'association a retrouvé ces personnes. Certaines faisaient partie de l'association, d'autres, on les a recherchées, on les a retrouvées. Et pour un devoir de mémoire, on leur a demandé s'ils voulaient bien se remettre dans les situations de l'époque. Quelques-uns ont répondu oui, rapidement. D'autres ont mis plusieurs journées, quelques semaines à prendre cette décision. Mais nombreuses ont refusé. Se remettre dans une situation pareille, bien des années plus tard, alors qu'on essaye d'oublier tout ça et se reconstruire, c'est très difficile. Cette photo, l'original, si vous allez un jour aux Archives nationales de Vincennes, et vous pouvez y aller, allez-y, c'est très enrichissant, vous pouvez demander à voir l'original de cette photo. L'original est stocké aux Archives nationales de Vincennes. Donc vous êtes ici dans une cellule collective assise, contrairement au cachot où les prisonniers étaient toute la journée. Ici, les prisonniers, on les mettait assis sur des bancs avec une position un peu particulière, c'est-à-dire une position légèrement de côté, le visage tourné vers la porte, parce qu'à l'intérieur, il y a en permanence une sentinelle. Et de cette façon, la sentinelle pouvait voir tout de suite si le prisonnier avait bien ses bandeaux sur les yeux, ses pieds et ses mains attachés. Ici, les cellules sont conçues pour 60 personnes à la base. Et par moment, on y a recensé 80, voire jusqu'à 120 personnes. Ce qui veut dire que pour le couchage, c'est un peu compliqué. Déjà, le couchage est succinct. Donc, quand c'était plus de 60, on mettait 2 ou 3 prisonniers par nuit. Par chenille, exactement. Ça s'appelle des chenilles, c'est un standard. Dans tous les camps, ce sont les mêmes chenilles que l'on trouve. Donc les prisonniers, on les mettait 2 voire 3 en lit, et toujours tête bêche pour éviter que les prisonniers puissent communiquer entre eux. En règle générale, les chenilles du haut étaient réservées pour les prisonniers qui avaient plus de mal à se mouvoir. Encore une torture physique. Ces prisonniers ici, l'heure de coucher et l'heure de lever, c'était Empen qui en décidait. Ça pouvait être le coucher à 20h comme à 22h, c'était Empen qui en décidait.
Et pour l'heure du lever, c'était la même chose, c'était un peuple qui en décidait. Une fois que les prisonniers étaient couchés, les prisonniers avaient une certaine tranquillité. Ils étaient allongés, ils pouvaient récupérer un petit peu de leurs blessures, mais la journée, c'était totalement différent. Dès le réveil, assis, position là, on surveille les prisonniers. Constamment, pour éviter qu'ils se parlent entre eux, ou même qu'ils bougent. Parce que si les prisonniers avaient du mal à se soulager un petit peu, parce que nous, on n'en peut plus, la sentinelle qui était là était chargée de vite pour la mettre en place. Au lever, les prisonniers avaient droit à une pause. La pause que l'on a tous le matin, c'est la pause popo. On demandait aux prisonniers, 60, 80 ou 120 prisonniers, de venir faire leurs besoins matinaux pour ce genre de lessiveuse. Si les Allemands étaient bien lunés, ils pouvaient prendre cette lessiveuse directement, aller les vider dans les fosses septiques, mais ils pouvaient aussi bien les garder quelques heures dans les chambres. Ce qui veut dire qu'ici, l'odeur était pestilentielle, irrespirable. De plus, les prisonniers, comme je vous l'ai dit, n'avaient pas le droit de se laver. Donc, ce qui veut dire que sur eux, vous avez une multitude de petites bébêtes. Les poux, les puces, les cafards, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est-à-dire que tous les prisonniers ici étaient tous malades. Malades en plus de la nourriture qu'ils recevaient. Quand les prisonniers ici avaient fait leurs besoins, on accordait le droit au groupe de travaux de prendre cette lessiveuse, d'aller la vider dans les fosses septiques. Parfois, on leur accordait un petit peu d'eau pour la rincer. Ensuite, il la ramenait ici, mais pas forcément dans la cellule où il l'avait prise. Il fallait la mettre dans d'autres cellules, justement pour multiplier tous ces microbes. C'est-à-dire que toutes les chambrées ici, tous les prisonniers étaient malades. La lessiveuse revenue ici, elle avait un double emploi. C'était le repas servi aux prisonniers. Comme vous dites, madame. On servait dans cette même lessiveuse le repas à des prisonniers. Il était composé principalement d'eau très salée pour augmenter un besoin de soif. On y mettait du son. Du son SOS, généralement, c'est la nourriture que l'on donne aux cochons. Et dedans, il y avait parfois quelques petits morceaux de viande. Je dis bien parfois des petits morceaux de viande. Quand la soupe était là, un groupe de travail arrivait. À l'aide de ces gamelles, on allait chercher la soupe et aider les camarades à se nourrir. Mais là aussi, les Allemands étaient durs. Ils étaient chronométrés, il n'y avait pas un temps exceptionnellement long pour se nourrir. Et de plus, il n'y avait pas de nombre suffisant de gamelles pour tous les prisonniers. C'est-à-dire qu'il y a des prisonniers qui pouvaient rester une journée sans manger. C'était au cas où on torture, de façon à ce que les prisonniers de plus en plus faim, se sentent de plus en plus mal et donnent plus facilement ces renseignements. Si vous n'oubliez pas, c'était des résistants, il fallait qu'ils donnent des renseignements. Les prisonniers qui étaient là, ils pouvaient venir les chercher, les amener dans la salle d'interrogatoire, salle de lavabo ou dans les couloirs. Et quand ils restaient ici, ils n'étaient pas tranquilles pour autant. Parce que les sentinelles ici, ils embêtaient les prisonniers. Vous arrivez, il donne des coups de pied. Si vous aviez un mouvement de recul, il ne fallait pas. Vous ne deviez pas avoir mal. À ce moment-là, encore une punition qui s'arrêtait sur vous. Vous pouvez passer avec le canon du fusil devant vos yeux. De cette façon-là, c'était pour voir si le bandeau était bien mis. Parce que si vous avez quelque chose devant vos yeux, vous voyez un petit peu, un mouvement de recul, le bandeau n'est pas bien mis, une punition qui s'abat sur vous. Il y a des prisonniers qui étaient arrêtés plus fraîchement que d'autres. Donc ils étaient, entre guillemets, un peu plus physiques. Donc ces prisonniers-là, il fallait absolument les détruire physiquement pour qu'ils donnent des renseignements. Donc ces prisonniers-là, on les mettait à genoux ici même dans les cellules, et on les faisait faire des allers-retours jusqu'à l'épuisement. Si l'épuisement ne venait pas assez rapidement, on demandait à ces prisonniers de tendre les bras. On leur mettait des charges sur les bras. Et on les faisait encore aller-retour dans les cellules jusqu'à l'épuisement. Les témoignages des prisonniers ont dit que ce sont des tortures, ce sont des choses qui nous font mal, mais rien de comparable avec ce que les prisonniers ont appelé le
hamac. Alors les hamacs, pour nous, c'est le soleil, les plages, et ainsi de suite. Et pour ici, les prisonniers, c'était la pire des tortures. On prenait les prisonniers, on prenait leurs bras, on les attachait ici au lit, on prenait leurs jambes et on les mettait de l'autre côté du lit, avec la position de la face derrière le sol. C'est-à-dire que vous étiez comme ça, comme un hamac. Et comme ça, vous pouviez rester des heures et des heures, et la douleur dans le dos était insupportable. C'est ce que les prisonniers ont dit, c'est la pire torture que l'on peut avoir dans les cellules. Ici, les cellules, tous les prisonniers étaient tous infectés de petites bêtes, et quand le repas était servi d'eau très très salée, pour augmenter le besoin de soif, et quand les prisonniers avaient soif, ils demandaient à un sentinelle s'il pouvait avoir un verre d'eau. La sentinelle était bien huilée, elle leur accordait le verre d'eau, sinon elle le refusait, ils pouvaient rester comme ça, des heures et des heures et des heures, avec une soif atroce. Mais également, quand ils avaient envie de faire des besoins dans la journée, la même chose, ils demandaient à la sentinelle était d'accord, on leur présentait la lessiveuse, la sentinelle ne voulait pas, et les prisonniers se faisaient sur eux, ce qui augmentait la salubrité et les odeurs. Voilà ce qui régnait dans les cellules ici. Ici, les prisonniers tous malades, tous complets, et les sentinelles également, parce que quand vous fréquentez plusieurs heures des personnes qui ont fait de petites bêtes sur eux, forcément, vous finissez par attraper également des bêtes. Et ça, Henpen s'en était aperçu, et il a voulu éradiquer ça chez ses hommes. Donc il a trouvé une bonne idée, il rentrait dans les cellules, et puis il disait à certains prisonniers, pour ce soir, je veux que vous m'ayez collé sur votre étiquette 150 puces, 150 cafards, avec les yeux bandés, les pieds et les mains liés, surtout les mains. Comment voulez-vous attraper ces petites bestioles et vous les coller sur les... C'était une raison supplémentaire pour que Henpen puisse punir les prisonniers, parce que vous pensez bien, quand il dans les cellules, il ne s'amusait pas à compter si le prisonnier avait... C'était un prétexte pour frapper encore les prisonniers. Ici, les prisonniers, nombreux des prisonniers ici ont perdu l'usage de la vue. On peut comprendre aisément pourquoi. Un bandeau sur les yeux, les coups qui s'abattent sur votre visage, le sang qui soigne, les plaies qui s'infectent, aucun soin. Bon, forcément, on a des problèmes oculaires. Beaucoup ont perdu la vue. Pour que les prisonniers puissent se laver, non. C'était un lavabo qui était rempli en permanence d'eau glacée. C'est-à-dire qu'ici, en été, ça pouvait être encore incertain, mais en hiver, la balle d'eau glacée, c'est déjà plus difficile à supporter. Et tout ça, c'était une torture en plus. Henpen, les SS, prenaient un prisonnier au hasard et les plongeaient dans ces lavabos. On rappelle l'eau glacée. Quand ils ressortaient, ces prisonniers, simulacres de noyade et ainsi de suite, ces prisonniers n'avaient ni le droit de se sécher, ni de se changer. Ils restaient mouillés. On les raccompagnait soit dans les cellules, soit dans les cachots, ou alors ils passaient à l'interrogatoire ou dans les salles d'attente. Voilà à quoi servait ce lavabo ici. En aucun cas, c'était pour que le prisonnier puisse se laver. Sous le commandement d'Henpen, les prisonniers n'avaient pas le droit de se laver. Et pour aller au sanitaire, c'était très compliqué, et ça, on verra ça dans les cachots ou dans les cellules. Ici, les prisonniers n'avaient pas le droit non plus de communiquer entre eux, parce que des fois, ils auraient communiqué entre eux, ils auraient trouvé un discours commun, trompé légalement. Donc ici, les prisonniers n'avaient pas le droit de se parler. S'ils étaient surpris en train de se parler entre eux, c'était une punition supplémentaire qui s'abattait sur vous. Et pour éviter que les prisonniers puissent se parler entre eux, les Allemands créaient de la suspicion entre les prisonniers. Pendant que vous, monsieur, ils arrivaient et vous donnaient un morceau de pain chaud qui sort du four. Puis à vous, madame, un morceau de pain rassis. Vous n'avez pas la vue, et quand on vous pose un morceau de pain dans la main, vous sentez bien la différence. Et un petit peu l'odeur. Donc vous, monsieur, vous avez un bon morceau de pain, puis vous, madame, un morceau de pain rassis. Seulement, voilà, ça travaille. Chacun d'entre vous sait que vous êtes prisonnier, et vous ne savez pas entre vous lequel est prisonnier. Donc vous, monsieur, à mon père, si vous êtes à mon frère, vous dites,
pourquoi moi j'ai appelé après, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis vous, madame, entre guillemets, vous êtes prisonnière, la maison de père assis, entre guillemets, c'est normal. Mais la suspicion se crée entre vous. Donc je vous dis, je ne vais pas parler, je ne sais pas qui c'est, si c'est un ami, c'est un ennemi, je n'ai pas envie d'être puni supplémentaire. En supplément, donc je ne dis rien. Et les Allemands avaient mis plein de stratagèmes en place comme ça pour empêcher que les prisonniers puissent communiquer entre eux. Tout autour de vous, il y a différentes pancartes qui ont été mises au cours des décennies pour désigner l'entrée du fort de Queuleux. Et sur certaines pancartes, notamment sur celle-là et sur l'autre là-bas, il y a une grosse erreur. Si on peut voir ici, c'est marqué camp de concentration. Ici, le fort de Queuleux, en aucun cas, est un camp de concentration. Un camp de concentration, par définition, c'est un camp où les gens meurent. Ici, au fort de Queuleux, il ne faut pas que les prisonniers meurent. Donc ce n'est pas un camp de concentration. De plus, ici, au fort de Queuleux, il n'y a ni chambre à gaz, ni four crématoire. Ici, ce n'est pas un camp de concentration. C'est des erreurs qui ont été faites, malheureusement. Ici, on a voulu rendre hommage à tous les prisonniers, que ce soit des prisonniers des Wanderlager, que ce soit des prisonniers des camps de concentration. Sur la fresque-là, on a voulu rendre hommage aux prisonniers des camps de concentration. Et là, on peut y voir les pyjamas rayés qui étaient dans les camps de concentration, et on peut également y voir des enfants. Ici, sur l'autre fresque, on a voulu rendre hommage aux résistants par cette fresque-là. Ici, au fort de Queuleux, contrairement dans les forts, dans les concentrations, on n'a recensé aucun enfant, ce qui est une bonne chose. Il y a eu des femmes, il y a eu des hommes, mais aucun enfant. Les archives s'ouvrent tranquillement, on en découvre plein de choses, et jusqu'à présent, on est tombé sur aucun témoignage qui disait qu'il y a eu des enfants ici. Et c'est à partir d'ici aussi qu'on va commencer à parler un peu des camps de concentration. Parce que ici, le camp de Wanderlager, c'est l'antichambre des camps de concentration. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des prisonniers auxquels on retirait leur bandeau et qu'on mettait dans des commandes de travail, parce qu'on n'a plus besoin d'eux au niveau des renseignements. Ces prisonniers dans les camps de travail, on leur disait fais bien ton travail et dans quelques jours, dans quelques semaines, tu seras libéré. Mais ici, aucun prisonnier n'est sorti libre du camp de Queuleux. Ici, tous les hommes ont été systématiquement transférés vers le camp de concentration Narzweiler-Struthof. Et pour les femmes, c'était le camp de Schirmeck, systématiquement. Et de là, en arrivant à Schirmeck ou alors au Struthof, ils étaient dispatchés vers d'autres camps. Ils pouvaient rester dans le camp mère. Seulement, il faut changer le qualificatif. Je dirais que c'est l'un des plus grands camps de concentration que les Allemands ont construit. Malgré que ce camp ne comporte que 12 baraquements, contrairement à Auschwitz ou à d'autres camps qui en avaient beaucoup plus. Mais c'est un des plus grands camps, tout simplement, parce que le camp de Narzweiler-Struthof a 70 camps de ramifications. Certaines de ces ramifications sont à quelques dizaines de mètres de nous. Au début de la visite, je vous ai parlé de la casemate A que l'on visite, la casemate B et du cavalier. Dans la casemate B du fort de Queuleux, c'était une ramification du camp de Narzweiler-Struthof, où environ 70 prisonniers du Struthof qui travaillaient. Ils travaillaient de la façon suivante. Le matin, on les emmenait, ils devaient descendre en ville, décharger les camions, décharger les trains, faire différentes corvées. Et le soir, on les ramenait aussi au fort de Queuleux. Mais ils travaillaient dans les mêmes conditions que le camp de concentration du Struthof. Peltre, vous connaissez peut-être, c'est un village qui se trouve derrière quelques kilomètres. Et là également, il y avait un camp de Narzweiler-Struthof. Les Allemands avaient réquisitionné une ferme, on avait fait un ghetto, et à l'intérieur, les prisonniers faisaient de la réparation hippomobile. Encore un peu plus loin,
quelques 50 km d'ici, il y a le village, la ville de Longwy, et plus spécifiquement Tiercelé. Les Tiercelé, ce sont des mines de fer. Et dans les galeries de ces mines de fer, un camp de concentration du Struthof, et à l'intérieur, les prisonniers faisaient de la préparation de V1 et de V2. Voilà pourquoi on dit que le camp de concentration de Nasswiller-Struthof est l'un des plus grands camps, parce qu'il y a 70 camps comme ça qui sont répertoriés tout autour en Allemagne. Parce que Struthof, c'est le seul camp de concentration qui se situe sur le territoire français. Si vous allez demain, vous y verrez dans la première baraque, à droite en descendant, il y a une grande cave avec tous ces petits points, et notamment que le. Un capot, c'est un prisonnier que les Allemands ont sélectionné parmi les prisonniers pour faire de la surveillance envers ces prisonniers. Et ici, le capot qui a été désigné, c'est le capot qui se nommait Crochard. C'était un Alsacien de son état. Le capot Crochard avait deux personnalités. Quand il était seul avec ses camarades, et qu'il avait un petit morceau de pain ou qu'il pouvait aider les camarades, il les aidait. Et quand il était seul avec les prisonniers et les Allemands, il était pire que les Allemands. Il allait au-devant des demandes des Allemands. Parce qu'il se disait, si je ne vais pas plus loin ce que les Allemands me demandent, ben c'est sur moi ça va retomber. Donc il était pire que les Allemands envers les prisonniers parfois. Le capot Crochard, un jour, il a donné du pain aux prisonniers pour les aider. Et Empen l'a appris. Empen est rentré dans une rage folle. A pris le capot Crochard, il l'a collé dans le coin de ce mur, ici, a sorti son revolver et a vidé son revolver tout autour du capot Crochard. Tous les impacts de balles, là, ce sont les impacts que Empen a tirés autour du capot Crochard. Quand le camp a été libéré, la libération arriva aussi, le capot Crochard a été arrêté. Il a été arrêté, il a été jugé à Metz. Il a été condamné à la prison à perpétuité. On a les traces de son procès, on a des témoignages, on a plein de choses, et à partir de là, tout a disparu derrière. On n'a plus de traces, on n'a plus aucun renseignement. Donc on ne sait pas si le capot Crochard a effectivement effectué sa peine. La seule chose qu'on peut affirmer, c'est qu'il a été condamné, et à partir de là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Comme beaucoup d'ailleurs de personnes dans cette époque, qui sont passées entre les mailles du filet. Pour revenir à M. Firmin Nicolas, c'est ici qu'il officiait en tant que coiffeur, et comme je vous l'ai dit, Empen était mélomane, et de temps en temps, il accordait à M. Nicolas le droit de jouer de la trompette. Mais les prisonniers avaient trouvé un stratagème. Quand M. Nicolas jouait un air bien particulier, quand il jouait « Tout va très bien, Madame la Marquise », ça résonnait dans tout le fort, et les prisonniers savaient qu'il y avait une bonne nouvelle. Donc la question que vous allez me poser, c'est comment M. Firmin Nicolas apprenait ces bonnes nouvelles? Eh bien tout simplement, c'est que plus loin dans le fort, il y avait un groupe de travail qui s'occupait de la réparation radio. Vous êtes prisonnier, on vous donne le droit de travailler sur les radios. Ce qu'on fait, on trafique un petit peu et on capte ce qui se passe. Et quand des bonnes nouvelles arrivaient, on les transmettait à M. Firmin Nicolas. Et quand M. Firmin Nicolas pouvait jouer de la trompette, eh bien, les prisonniers savaient qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait. C'est tout simplement. Ici également, dans ce camp, il y a eu un événement heureux. Il y a eu 4 prisonniers qui ont réussi à s'échapper. Quand les prisonniers se sont échappés, on verra par où ils se sont échappés, on verra tout l'étape de leur évasion. Empen a dit, on ne s'échappera jamais plus de longtemps. Et c'est à partir de ce moment d'évasion qu'il a déplacé ses bureaux et qu'il les a mis ici. Tout simplement parce que la partie du fort ici a plusieurs accès vers l'extérieur, alors que la partie est du fort a beaucoup moins d'accès. Le seul accès à l'extérieur, c'est l'escalier par lequel nous sommes descendus, mais la porte est en permanence fermée et les sentinelles y étaient présentes. Et par l'escalier du fond, mais au-dessus, c'était des étages réservés aux Allemands, donc les prisonniers ne s'aventuraient pas jusque-là. Donc c'est ici, cette partie du fort, où il y a des sorties vers l'extérieur. C'est ce qui a permis aux prisonniers, certains prisonniers de s'échapper. Quand la bombe est tombée, la nuit s'est déblayée.
Tous les débris qui sont là, ce sont des débris d'origine. Ça a été juste fouillé par des spécialistes avec des appareils pour voir s'il n'y avait pas d'objets explosifs qui pouvaient empêcher des visites ou quelque chose de la sorte. Donc c'est pour ça qu'on peut accueillir du public sans crainte qu'il y ait d'objets explosifs là-dedans. Le bombardement qui a lieu a été effectué par les Américains, par un bombardement qui était à la base destiné à détruire, à endommager très très fortement le nœud ferroviaire de Montigny-lès-Metz. Parce qu'à l'époque, comme maintenant, Montigny-lès-Metz était un nœud ferroviaire important au niveau du transport du fret. Donc, un bombardement a été prévu. Malheureusement, une erreur de tir. Il y a une bombe qui est tombée ici et qui a coupé le contour de la casemate. Voilà pourquoi on a dû faire le mur en agglo. Ici, on a muré. Mais après réflexion avec les bâtiments de France et les historiens, on a fait des ouvertures pour que le public puisse voir les débris qui sont à l'intérieur. Ils sont d'origine, rien n'a été fouillé. Jusqu'à maintenant, on a traversé des pièces où la couleur générale était le jaune. Ce qui est normal, c'est de la pierre de Jaumont. Et à partir d'ici, ce sera beaucoup plus flagrant à côté. La pierre va complètement changer de couleur. On sera à côté. Je vous demanderai si vous avez une idée de pourquoi la pierre change de couleur. Alors si vous faites un peu de chimie, un peu de physique, peut-être que vous trouverez. Donc on est ici, parce que nous on a appelé la cathédrale. Vous comprenez pourquoi? Parce que là on voit la construction du fort, l'architecture du fort. Donc la pierre ici, on voit nettement qu'elle a changé de couleur. Alors, un petit avis. La chaleur, il faut aller plus loin. Alors pour vous dire, les pierres qui sont ici, ce sont exactement les mêmes pierres, les pierres de Jaumont qui est dans l'ouest du fort. Et vous avez parlé d'un bombardement. Tout à l'heure à côté, je vous ai parlé qu'il y a une bombe qui est tombée. Et je ne vous ai pas précisé la catégorie de la bombe. C'est une bombe qui est tombée, c'est une bombe au phosphore. Et le phosphore a la particularité de brûler avec très très haute température et pendant très très longtemps. Rien ne peut arrêter la production du phosphore. Quand la bombe est tombée, ici, il y a eu le souffle. Le souffle, lui, a arraché les voûtes ici. Parce qu'ici, on avait exactement les mêmes voûtes que l'on a dans le couloir. Peut-être qu'on a eu le droit de les reconstruire, mais ici, les bâtiments de France ont préféré laisser comme ça. Et c'est vrai que c'était judicieux parce qu'on peut y voir comment le fort a été construit. Et si on fait abstraction de ce qui s'est passé ici, on peut dire que c'est de la belle construction. Et il faut faire abstraction des atrocités qui se sont passées ici. Donc la bombe qui est tombée là, c'est la bombe au phosphore. Elle brûle à une très 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 haute température. Et la pierre ici a été brûlée sur pratiquement 6 cm. Par endroit, on a dû gratter. Et 6 cm de pierre est tombée. La chaleur qui a régné ici. Ils se sont évadés, ce sont les deux frères Thiel, ce sont deux frères, M. Michelsi et M. Mais l'évasion, c'est pas faite tout ça du jour au lendemain. Entre guillemets, ceux qui ont préparé cette évasion ne savaient jamais, ne pensaient pas qu'il y aurait une évasion et ne pensaient pas que par leur action, ils pourraient déclencher l'évasion. Tout simplement, c'est un groupe de travail qui faisait du bois. Et en faisant du bois, ils ont trouvé ce genre de barre. Mais une barre qui était un peu plus cintrée ici, ce qui pouvait servir de grappin. Et voilà, les prisonniers ont découvert ça, ils font des corvées de bois, on leur dit que s'ils font bien leur boulot, ils seraient libres, donc il ne faut pas qu'on nous attrape avec ce genre de barre. Donc il faut la cacher. Dans un premier temps, ils la cachent dans les serres de bois. Et au fur et à mesure qu'ils font les serres de bois, ben, ils le passent là-bas. Et ça se passe très bien comme ça, jusqu'à un matin où ils découvrent que les tas de bois ont diminué et que les Allemands n'ont pas découvert la barre. Ouf! Alors là, il faut trouver un autre endroit pour la cacher. Un endroit où les Allemands ne la trouveront pas.
Et à votre avis, où est-ce qu'ils ont trouvé la cachette la plus judicieuse? Ils ont décidé de la cacher dans les fosses septiques. Et les fosses septiques, eh bien, elles sont là, elles sont matérialisées par des petits plots. Et c'est là qu'elles ont été refermées pour prendre les éléments. Pourquoi? C'est là que les prisonniers ont caché cette barre de fer dans les fosses septiques. Ils se sont dit que là, les Allemands n'iront jamais mettre les mains maintenant pour trouver la barre. Et effectivement, la barre est restée là. Et au fur et à mesure que les groupes de travaux se faisaient, il se passait le mot. Et voilà qu'on arrive au 17 avril 1944, la veille de l'évasion. Et c'est Empen, encore une fois, comme pour le stratagème de la musique, qui a permis cette évasion. Naturellement, il n'a jamais imaginé qu'à cause de lui, les prisonniers pouvaient s'évader. Donc le 18 avril, Empen a une réception en ville. Et Empen réside en ville à Metz. Si vous connaissez Metz, en haut du boulevard Saint-Symphorien, il y a le consulat d'Italie. Et d'ailleurs, ce consulat d'Italie, il y a une rue qui s'appelle rue Muguette. Et dans cette rue Muguette, un paradoxe de l'histoire, c'est que d'un côté de la rue, il y a Empen qui a résidé, et de l'autre côté, c'est le général de Gaulle qui a résidé. Paradoxe de l'histoire. Quand il était en fonction à Metz, le général de Gaulle habitait là. Si vous passez dans cette rue, vous y verrez, il y a une plaque commémorative qui dit que le général de Gaulle est passé. Observez la façade, et il y a plein de sculptures qui représentent le général de Gaulle, dans le Chardon, la Croix de Lorraine, et ainsi de suite. Il faut être observateur pour le voir. Vous y êtes, je suis certain. Donc le 18 avril, Empen a une réception en ville, donc il décide de quitter le fort plutôt que d'habitude. Donc il quitte le fort pour aller faire sa réception. Et les SS qui étaient là, je vous le rappelle, de jeunes SS, ont envie aussi de faire la fête. Donc ce qu'ils font, ils s'empressent de mettre tous les prisonniers dans les cachots, dans les cellules. Ils vont faire la fête, et ils laissent quelques sentinelles ici, point final. Et bien quand ils rentrent le matin, pas beaucoup arrivent à marcher. Ils ont vraiment fait la fête. Et malgré ça, ils rentrent dans 2 cellules, et ils frappent tous les prisonniers, et ensuite ils vont se coucher du sommeil du juste. Seulement le problème, c'est que le matin, il faut mettre les prisonniers au travail. Parce que si Empen apprend qu'on allait faire la fête, et qu'on ne met pas les prisonniers au travail, on risque de peut-être partir sur le front de l'Est là-bas. Donc ceux qui étaient les plus réveillés, ils mettent les prisonniers au travail. Donc un groupe de travail ici, qui était chargé de faire les carreaux. Et pour faire les carreaux, ils disposaient d'escabeaux, ce qui a permis l'évasion. Ils étaient 6 ici à faire les travaux de nettoyage des carreaux, dont les 4 évadés, plus 2 autres. D'un seul coup, ils s'aperçoivent que le sentinelle qui était avec eux n'est plus avec eux. Et ici, c'est la partie du fort qui fait alléger elle. On ne voit pas le couloir, même s'il n'y avait pas eu d'éboulement, on ne voit pas le couloir ici. Donc, ils cherchaient un sentinelle, et s'aperçoivent que le sentinelle a rejoint son camarade par l'escalier par lequel nous sommes descendus. Et il n'est pas là, voilà. Dans leur tête, ça fait qu'un tour. Ils savent où il y a un rapin, ils disposent d'escabeaux, ils disposent d'un puits de lumière. Seulement, il y a un problème. Et sur les 6, 4 sont capables d'effectuer cette évasion, parce que vous verrez, où ils sont passés, il faut quand même être physiquement correct. 2 sont trop faibles pour tenter cette évasion. Donc, mais il faut prendre une décision rapidement. On tente une évasion, on ne la tente pas. De plus, si on tente l'évasion, qu'est-ce qui va se passer pour nos camarades? Il faut prendre rapidement une décision, parce qu'à tout moment, la sentinelle peut en venir. Donc, ils décident quand même de tenter l'évasion, et les 2 qui ne peuvent pas, ils disent à leurs camarades, cassez-nous les bras, cassez-nous les jambes. De cette façon-là, on sera peut-être amené à l'hôpital, et de là, on pourra s'évader plus rapidement peut-être. Et rassurez-vous, les 4 ne sont jamais mis au niveau de leur haut, n'ont pas cassé les bras, n'ont pas cassé les jambes à leurs camarades. Donc, nos 4 camarades, les 2 frères Tim, M. Armand et M. Micheletti, tentent l'évasion et réussissent cette évasion. Ils sortent de la casemate. Ils sortent de la casemate, et ce qui les a sauvés, c'est qu'ils ne sont pas sortis du fort. Ils sont restés cachés à l'intérieur du fort. Ils ont pu être cachés, être un peu nourris, tout simplement parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la 2e casemate, qui elle servait de camp de concentration du Struthof. Et des prisonniers russes, yougoslaves, italiens, travaillaient. Et ces personnes, malgré les conditions qu'ils étaient, ils ont aidé nos 4 fugitifs.
Ils les ont cachés parce qu'ils connaissaient le fort par cœur, parce qu'il y avait des groupes de travaux qui travaillaient dans le fort, et notamment un groupe qui travaillait près du champ de tir qui se trouvait tout au fond du fort. Ils ont caché nos prisonniers quelques jours, parce qu'ils sont restés quelques jours à l'intérieur du fort, parce que vous pensez bien, quand l'évasion a eu vent, c'était pour le bas de combat. On sort le personnel, on sort les chiens, on sort les véhicules, on alerte tout le monde, on fait tous les cafés en ville, on fait tous les bordels en ville, on fait tout ce qu'on peut pour retrouver nos fugitifs, et nos fugitifs, eux, sont bien restés sagement ici. Quand les choses se sont un petit peu calmées, nos fugitifs, grâce à l'aide des prisonniers du Struthof, ont franchi le champ de tir par le haut, parce qu'il y avait un toit, sont descendus des fossés et sont sortis du fort. Ce qu'ils ont fait, ils ont rejoint des groupes de résistance. Ils ne sont pas rentrés chez eux, ils n'ont pas été boire un coup au café. Ils ont rejoint des groupes de résistance et ont terminé la guerre par des groupes de résistance. En sachant que s'ils se faisaient attraper, ils étaient fusillés sur le champ en tant qu'évadés. Alors je vous invite à passer par là, lever la tête et voir par où nos prisonniers se sont échappés. Il est parti du camp et il s'est réfugié en Yougoslavie. Il est resté bien caché. Et nos prisonniers ici, à la Libération, on dit on ne peut pas laisser un tel personnage impuni. Il faut absolument qu'il soit condamné. Donc ils ont réuni des chefs d'inculpation, des avocats, ils ont intenté un procès. Le premier procès s'est déroulé à Metz. À Metz, Empen a été condamné à mort. Malheureusement, comme il n'était pas présent, il a été condamné à mort par contumace. Donc il n'a jamais été arrêté pour être fusillé ou pendu. Les années ont passé, Empen est retourné en Allemagne. Là, nos prisonniers l'ont pris. Parce que naturellement, ils cherchaient à faire condamner Empen. Les prisonniers l'ont pris, ils ont réuni les chefs d'inculpation, les avocats, et ont intenté un procès à Empen. Seulement voilà, en Allemagne, en France, comme dans beaucoup de pays, on ne peut pas condamner une personne 2 fois pour le même crime. Donc Empen a été acquitté. Mais ça, nos prisonniers n'ont pas accepté. Ils ont dit c'est pas possible, il faut absolument qu'Empen soit puni. Donc ils ont réuni d'autres chefs d'inculpation. Et les chefs d'inculpation ont été légion. Donc ça n'a pas été difficile d'en trouver d'autres. Et un troisième procès s'est déroulé en Allemagne. Seulement voilà, pour nos prisonniers, encore une fois, pas de chance. On arrive à ce qu'on appelle la période de la réconciliation. Donc les Américains, les Russes, les Français, les Anglais, les récupèrent un maximum de personnes en Allemagne. Les scientifiques, les professeurs, les intellectuels. Et en même temps, en parallèle, il faut reconstruire l'Allemagne. Et pour reconstruire l'Allemagne, il faut des personnes qui aient des réseaux, des personnes qui savent commander, des personnes qui connaissent beaucoup de choses. Et Empen fait partie de ce réseau-là. Donc Empen, quand le procès a lieu, tous les avocats, toute la cour de justice là, savent très bien qu'Empen sera acquitté, mais nos prisonniers, eux, ne le savent pas. Dur comme fer avec les chefs d'inculpation qu'ils ont, vont pouvoir faire condamner Empen. Le procès se déroule, les prisonniers, ainsi que beaucoup de gens croient qu'Empen va être condamné, et c'est là que les avocats, un des avocats d'Empen intervient et trouve l'argument imparable pour faire acquitter Empen. Il dit que le jour de ce procès, tous ceux qui témoignent, ce sont des prisonniers, dits des prisonniers les yeux bandés. En ayant les yeux bandés, comment voulez-vous reconnaître votre bourreau? Empen a été acquitté et Empen a repris des activités de policier. Empen s'est occupé de la délinquance juvénile. Empen est mort en 1974 dans son lit, en bon père de famille. L'histoire d'Empen pourrait s'arrêter là, mais l'histoire d'Empen continue. Il y a quelques années, sur notre boîte mail, la boîte mail privée de l'association, on reçoit des mails. On se dit, wow, c'est quoi ce plaisantin, c'est vraiment pas intelligent. Il y a des choses qui ne vont pas bien, parce qu'il donnait des précisions. Et c'est des précisions qu'on ne sait pas trop. Et puis, les mails ont continué avec un peu plus de précision à chaque fois. Et c'est là qu'on a décidé d'y répondre quand même. On va voir quand même qui se cache derrière ces mails.
On a répondu à ces mails. Cette personne s'est présentée. Et cette personne, c'est le petit-fils d'Empen. Ce monsieur, on a eu un échange, on continue d'ailleurs même d'échanger. On a reçu cette personne ici au fort. Cette personne a été bouleversée de voir son grand-père, les exactions qu'il a commises, et il nous a dit que c'était un secret de famille. Ça faisait pas longtemps qu'il avait découvert ce secret et il a voulu en savoir plus. C'est pour ça qu'il a pris contact avec nous. Quand ce monsieur est venu, il nous a apporté des tonnes de documents, des photos, des lettres, une tonne de documents sur lesquels on a travaillé et on travaille toujours à enrichir notre récit. Et ce qu'il faut retenir de ce que monsieur nous a dit, et ça c'est très très important je pense, il a dit il ne faut pas oublier, il ne faudra jamais oublier, mais il faut pardonner. Il dit parce que les générations que nous sommes, moi en étant petit-fils d'Empen, je n'y suis pour rien dans tout ça. Et malheureusement, il y a encore trop d'amalgames qui sont faits avec le peuple allemand de nos jours. Voilà, messieurs, dames, la visite est terminée. Merci pour l'association.